En 1970, dans les salles étincelantes du château de Poitiers, Aliénor d'Aquitaine jugeait l'amour. Le murmure des troubadours et le crépitement des torches emplissent l'air. Une odeur de rose et de cire, chaude flotte, tandis que la lueur des chandelles danse sur les tapisseries. Avec sa fille Marie de Champagne, Aliénor présidait les mystérieuses cours d'amour, où les passions étaient jugées comme des crimes. Quels secrets cachaient ces tribunaux? Était-ce une célébration de l'amour ou une rébellion contre l'Église? Les chansons d'amour résonnent, mais les ombres des intrigues royales planent. Envisionnez-vous dans un monde où l'amour et le pouvoir s'entrelacent. Plongez dans les cours d'amour d'Aliénor, le mystère de Poitiers, où drame et mystère se dévoilent. En 1152, dans l'éclat d'une salle de Poitiers, Aliénor d'Aquitaine créait un tribunal d'amour. Pourquoi risquait-elle son pouvoir? Le doux murmure des luttes y résonne dans la grande salle du château de Poitiers, mêlé à une odeur de rose et de cire fondue. Envisionnez-vous dans une cour étincelante, où les tapisseries brodées d'or scintillent sous la lueur des chandelles. Le cling des gobelets d'argent et les rires des courtisans emplissent l'air. Aliénor, âgée de 30 ans, se tient sur un trône orné, vêtu d'une robe de soie émeraude. À ses côtés, sa fille Marie de Champagne, une jeune femme au regard vif, observe en silence. Elle jugeait l'amour. Mais quel mystère cachait-elle? Selon les chroniques de l'époque, comme celle d'André le Chapelain dans son De Amore, Aliénor, après son divorce avec Louis VII de France, établit à Poitiers un centre culturel où l'amour courtois était célébré. Ces cours d'amour, où des disputes amoureuses étaient débattues, étaient-elles une révolution ou une provocation? Les psychologues modernes pourraient voir dans l'initiative d'Aliénor une forme d'empowerment féminin, une manière de revendiquer le contrôle dans une société patriarcale. Mais dans l'ombre, un secret plus profond se tramait. Envisionnez-vous dans une salle aux murs de pierre, où la lueur des torches projette des ombres dansantes. Aliénor, désormais duchesse d'Aquitaine et épouse d'Henri II d'Angleterre, utilisait sa cour pour façonner une nouvelle vision de l'amour. Les troubadours, leurs voix vibrant de poésie, chantaient des passions interdites. L'odeur du vin épicé et des fleurs séchées flottait, tandis que les dames de la cour, parées de bijoux, débattaient de cas amoureux. Était-ce un jeu ou une rébellion? Selon André le Chapelain, Aliénor présidait ses tribunaux avec une autorité naturelle, mais son sourire cachait une intention. Pourquoi une reine risquait-elle sa réputation? Marie, sa fille, jouait un rôle clé. Élevée dans l'amour de la poésie, elle encourageait les troubadours à composer des vers audacieux. Les psychologues pourraient analyser son implication comme une quête d'identité, un moyen de se démarquer dans l'ombre de sa mère. Dans une salle aux vitraux colorés, où l'odeur de l'encre et du parchemin emplissait l'air, Marie rédigeait des poèmes qui inspirèrent les débats. Un cas célèbre, rapporté par les chroniques, concernait un chevalier accusé d'aimer 2 femmes. Aliénor, d'un ton ferme, trancha « L'amour véritable ne pouvait être divisé ». Était-ce une leçon ou un message caché? Les nuits à Poitiers étaient magiques, illuminées par la lune et troublées par le chant des grillons. Envisionnez-vous dans un jardin où l'odeur des lavandes et le bruit d'une fontaine créent une atmosphère envoûtante. Aliénor et Marie, assises sous un auvent, discutaient des verdicts à venir, mais l'Église, omniprésente, voyait ces cours d'un mauvais œil. Selon des lettres d'époque, des prélats accusaient Aliénor de promouvoir la débauche. Était-elle une visionnaire ou une hérétique? Son assurance, analysée aujourd'hui,
pourrait refléter une confiance en soi exceptionnelle, défiant les conventions. Un mystère plus sombre se dessinait dans l'ombre des cours d'amour. Quel secret Aliénor garderait-elle? En 170, sous la lueur d'une lune pâle, Marie de Champagne écrivait une poésie audacieuse. Pourquoi défiait-elle les lois de l'amour? Le doux crépitement des torches résonne dans une salle du château de Poitiers, mêlée à une odeur de vieux parchemin et de cire fondue. Envisionnez-vous dans une chambre aux murs ornés, où les tapisseries aux couleurs vives dansent sous la lueur tremblante des chandelles. Le clink d'une plume sur le vélin brise le silence. Marie de Champagne, âgée de 25 ans, trace des vers empreints de passion, sous le regard discret de sa mère, Aliénor d'Aquitaine. Ses poèmes, chantés par les troubadours, alimentaient les cours d'amour. Mais quel message cachait-il? Selon André Le Chapelain, dans son traité de Amore, Marie jouait un rôle central dans la codification de l'amour courtois, transformant les passions en un ART réglementé. Ses poèmes, récités dans les salles emplies d'une odeur de rose séchée et de vin épicé, étaient plus qu'une célébration. Ils étaient une défiance. Était-ce une quête de liberté ou une provocation subtile contre l'autorité masculine? Les psychologues modernes pourraient voir dans son écriture une forme d'expression sublimée, un moyen de canaliser ses frustrations dans un monde où les femmes étaient les contraintes. Mais Marie, avec son regard perçant, semblait viser plus haut. Envisionnez-vous dans une cour animée, où le rire des dames et le son des luttes emplissent l'air. Marie, vêtue d'une robe de soie azur, brodée de fils d'argent, présidait une session des cours d'amour, en l'absence d'Aliénor, retenue par des affaires politiques. Un cas fut présenté. Une dame accusait son amant de trahison pour avoir loué une autre. Marie, avec une sagesse au-delà de son âge, décréta que l'amour véritable exigeait fidélité absolue. Selon les chroniques, sa voix résonnait avec une autorité qui surprenait les courtisans. Était-elle une poétesse ou une juge? Les médecins d'aujourd'hui pourraient analyser son assurance comme une forme de confiance assertive, défiant les attentes de son époque. Mais l'ombre de l'Église planait. Les prélats, dans leurs robes parfumées d'encens, dénonçaient ces tribunaux comme une menace à l'ordre moral. Une lettre, citée dans les archives de l'époque, accusait Marie de promouvoir des idées hérétiques. Envisionnez-vous dans une chapelle sombre, où le clic des rosaires et l'odeur d'encens épais emplissent l'air. Marie, confrontée à un évêque, défendit les cours avec un sourire énigmatique. Pourquoi risquait-elle la condamnation? Était-ce pour protéger l'héritage de sa mère ou pour affirmer sa propre voix? Les psychologues pourraient voir dans son audace une forme de rébellion identitaire, un refus de se soumettre aux normes ecclésiastiques. Aliénor, de retour à Poitiers, observait sa fille avec un mélange de fierté et de prudence. Dans une salle aux vitraux, où la lueur de la lune projetait des éclats colorés, elle murmura à Marie des conseils stratégiques. Selon des sources médiévales, Aliénor voyait dans ses cours un moyen de renforcer son influence politique, utilisant l'amour comme une arme diplomatique. Les troubadours, portant l'odeur du cuir et de la poussière des routes, propageaient ses idéaux à travers l'Europe. Était-ce un jeu de pouvoir ou une vision d'un nouveau monde? Aliénor, avec son esprit aiguisé, semblait orchestrer chaque mot, chaque chanson. Un soir, un incident troubla la cour. Un troubadour, accusé d'avoir composé un poème trop audacieux, fut convoqué devant Marie. Le silence pesait dans la salle, où l'odeur de fleurs fanées flottait. Le poème, dédié à une dame mariée, frôlait la sédition. Marie, immobile, écouta les vers avec une attention froide.
Puis, d'une voix claire, elle le défendit, arguant que l'amour était un air sacré. Selon André Le Chapelain, cet acte renforça sa réputation de protectrice des poètes. Mais dans l'ombre, des murmures s'élevaient. Était-ce une défiance envers son beau-père, Henri II? Les psychologues pourraient qualifier cette décision de risque calculé, un moyen de tester les limites de son pouvoir. Envisionnez-vous dans un jardin nocturne, où le chant des grillons et l'odeur des lavandes créent une atmosphère envoûtante. Marie, sous un ciel étoilé, confia à sa mère un secret. Elle écrivait un poème codé, destiné à rallier des alliés contre les ennemis politiques d'Aliénor. Ce texte, jamais retrouvé, aurait contenu des allusions à une révolte. Était-ce une simple œuvre littéraire ou un acte de trahison? Aliénor, sentant le danger, l'encouragea à poursuivre, mais avec prudence. Leur lien, tissé de confiance et d'ambition, semblait indestructible. Mais un mystère plus grand se dessinait. Dans l'éclat d'une nuit sans fin, une chanson allait changer le destin d'Aliénor et de Marie. Que révélerait-elle? En 1173, au cœur d'une tempête politique, Aliénor d'Aquitaine défiait son mari. Pourquoi risquait-elle la trahison? Le hurlement du vent résonne à travers les remparts du château de Poitiers, portant une odeur de pluie et de terre humide. Envisionnez-vous dans une salle aux murs épais, où la lueur vacillante des torches projette des ombres menaçantes sur les tapisseries usées. Le cling des gobelets d'argent s'arrête net lorsque des rumeurs de révolte parviennent à la cour. Aliénor d'Aquitaine, âgée de 51 ans, se tient immobile, son regard perçant fixé sur un parchemin scellé. À ses côtés, Marie de Champagne, les doigts serrant un manuscrit, semble partager un secret. Étaient-elles des reines ou des conspiratrices? Selon les chroniques de Roger de Hoveden, Aliénor, en 1173, soutint une rébellion contre son mari, Henri II d'Angleterre, menée par leur fils. Les cours d'amour, avec leurs chansons de troubadours et leurs débats passionnés, servaient-elles de couverture pour des complots? Les psychologues modernes pourraient interpréter l'audace d'Aliénor comme une forme de rébellion contre l'oppression, un refus de se soumettre à un mariage devenu une prison. Dans une salle éclairée par des chandelles où l'odeur de cire fondue et de roses séchées flottait, Aliénor murmurait des plans à Marie. Était-elle prête à tout sacrifier? Envisionnez-vous dans un corridor sombre, où le bruit des pas sur la pierre résonne et où l'odeur de laine mouillée emplit l'air. Marie, vêtue d'une robe de velours pourpre, rédigeait des poèmes codés, dissimulant des messages pour les rebelles. Selon André Le Chapelain, ces vers, chantés par des troubadours, contenaient des allusions à la liberté. Était-ce de l'ART ou de la trahison? Les médecins d'aujourd'hui pourraient voir dans l'implication de Marie une forme d'expression sublimée, un moyen de canaliser son désir de pouvoir dans un monde dominé par les hommes. Mais chaque mot qu'elle écrivait était un risque mortel. Un soir, un messager arriva, essoufflé dans la cour. Le clapotis de la pluie sur les pavés et l'odeur de métal froid accompagnaient son entrée. Il apportait une nouvelle alarmante. Henri II soupçonnait Aliénor de comploter avec leur fils. Envisionnez-vous dans une salle aux vitraux, où la lueur de la lune éclaire les visages tendus. Aliénor, avec un calme glacial, ordonna à Marie de poursuivre les cours d'amour pour détourner l'attention. Était-ce une stratégie ou une désespération? Selon les chroniques, les troubadours intensifièrent leur chant, emplissant Poitiers d'une odeur de fleurs et de mélodies envoûtantes. Mais le danger se rapprochait. Les cours d'amour prirent une tournure audacieuse. Un cas fut présenté. Un chevalier déclara son amour pour une dame mariée, défiant les vœux sacrés. Marie, présidant le tribunal,
rendit un verdict surprenant. L'amour véritable transcendait les lois humaines. Le silence s'abattit, troublé seulement par le crépitement des torches. Selon André le Chapelain, ce jugement scandalisa les prélats présents, qui y virent une attaque contre l'Église. Était-ce une provocation délibérée? Les psychologues pourraient analyser l'audace de Marie comme une forme de défi assertif, une manière de revendiquer son autorité. Mais dans l'ombre, les espions d'Henri II prenaient note. Aliénor, consciente du danger, renforça ses alliances. Dans une chambre secrète, où l'odeur de l'encre et du parchemin emplissait l'air, elle rencontra des barons loyaux. Le clink des seaux de cire sur les lettres scellées ponctuait leurs murmures. Selon Roger de Hoveden, elle promit des terres et des titres à ceux qui soutiendraient ses fils. Était-ce un acte de courage ou de folie? Les médecins modernes pourraient voir dans son comportement une forme de résilience stratégique, un refus de céder face à un adversaire puissant. Mais chaque pas vers la révolte rapprochait Aliénor d'un châtiment inéluctable. Envisionnez-vous dans un jardin nocturne où le chant des grillons et l'odeur des lavandes se mêlent à la tension. Marie confia à sa mère un poème qu'elle n'osait chanter publiquement. Ce texte, selon une note obscure des chroniques, contenait une allusion à une trahison royale. Aliénor, les yeux brillants sous la lueur de la lune, l'encouragea à le garder secret. Étaient-elles allées trop loin? Leur lien, tissé de confiance et d'ambition, semblait inébranlable. Mais les murs du château murmuraient des rumeurs de capture. Le bruit des chaînes approchait, porté par le vent. Un complot plus sombre se tramait dans l'ombre de Poitiers. Quel destin attendait Aliénor et Marie? En 1174, dans l'ombre d'une prison de pierre, Aliénor d'Aquitaine défiait son sort. Quel secret garderait-elle? Le sourd grincement des chaînes résonne dans les couloirs humides du château de Chinon, mêlé à une odeur de mousse et de pierre froide. Envisionnez-vous dans une cellule sombre, où la lueur faible d'une chandelle vacille sur les murs suintants. Le clapotis de l'eau, goûtant du plafond, trouble le silence. Aliénor d'Aquitaine, âgée de 52 ans, est prisonnière, enfermée par son mari, Henri II, pour sa rébellion. Marie de Champagne, loin de Poitiers, continue les cours d'amour. Mais à quel prix pour leur héritage? Selon les chroniques de Roger de Hoveden, Aliénor fut capturée en 1173, après l'échec de la révolte de ses fils contre Henri II. Sa prison, un cachot glacial où l'odeur de laine moisie et de fumée âcre flottait, était un affront à son rang de reine. Était-ce une punition ou une tentative de briser son esprit? Les psychologues modernes pourraient analyser son emprisonnement comme un traumatisme psychologique, provoquant un conflit entre résilience et désespoir. Pourtant, dans l'ombre, Aliénor gardait un secret, une étincelle de défi. Envisionnez-vous dans une tour isolée, où le vent siffle à travers les meurtrières, portant l'odeur salée de la mer lointaine. Aliénor, vêtue d'une simple robe de lin gris, passait ses journées à méditer. Selon des lettres d'époque, elle refusait de plier devant Henri II, même lorsqu'il lui rendait visite, son armure clinquant sous la lueur des torches. Était-elle une rebelle ou une martyre? Les médecins d'aujourd'hui pourraient voir dans son silence une forme de résistance passive, une manière de préserver sa dignité face à l'humiliation. Mais dans son cœur, elle pensait à Marie, à Poitiers et à l'amour courtois qu'elles avaient créé. Loin de là, Marie poursuivait les cours d'amour dans une salle étincelante où l'odeur de rose et le son des luttes emplissaient l'air. Selon André le Chapelain, elle présidait avec une grâce calculée, mais son regard trahissait une inquiétude. Chaque chanson,
Chaque verdict était un hommage à sa mère, mais aussi un risque. Les troubadours, leurs vêtements parfumés de poussière et de lavande, chantaient des vers codés, peut-être pour rallier des soutiens à Aliénor. Était-ce de la loyauté ou une défiance dangereuse? Les psychologues pourraient interpréter l'engagement de Marie comme une forme de devoir filial, mêlé d'une quête d'identité propre. Un soir, un incident secoua Poitiers. Un troubadour fut accusé d'avoir composé un poème séditieux, glorifiant une reine captive. Le silence pesait dans la salle, troublé par le crépitement des chandelles. Marie, vêtue d'une robe de soie azur, défendit l'artiste, arguant que la poésie était libre. Selon les chroniques, ce geste provoqua la colère des émissaires d'Henri II, présents dans l'ombre. Pourquoi risquait-elle la suspicion? Était-ce un acte d'amour pour sa mère ou un défi politique? Les médecins modernes pourraient voir dans son audace une forme de courage émotionnel, un refus de céder à la peur. Envisionnez-vous dans une forteresse battue par la pluie, où l'odeur de bois mouillé et le bruit des gouttes sur les vitraux créent une atmosphère pesante. Marie reçut une lettre secrète, glissée sous sa porte, portant le sceau d'un allié d'Aliénor. Le parchemin, imprégné d'une odeur de cire chaude, révélait un plan pour libérer la reine. Marie, le cœur battant, lut les mots à la lueur d'une chandelle. Était-ce une opportunité ou un piège? Selon une note obscure des archives, elle envoya une réponse codée, dissimulée dans un poème. Son esprit, aiguisé par des années d'intrigue, pesait chaque mot. Elle ne trahirait pas sa mère. Pendant ce temps, Aliénor, dans sa cellule, gravait des mots sur un mur avec une épingle. Le grincement du métal sur la pierre résonnait faiblement, tandis que l'odeur de moussière emplissait ses poumons. Ces inscriptions, jamais déchiffrées, étaient-elles un message ou un testament? Selon Roger de Hovden, elle passait des heures à prier, ses doigts serrant un rosaire usé. Était-ce de la foi ou une stratégie pour garder l'espoir? Les psychologues pourraient analyser son comportement comme une forme de résilience adaptative, une capacité à trouver du sens dans la souffrance. Aliénor savait que son emprisonnement ne briserait pas son héritage. Un jour, un garde, portant l'odeur du cuir et de la sueur, lui apporta une nouvelle. Ses fils, menés par Richard Cœur de Lion, continuèrent la lutte contre Henri II. Envisionnez-vous dans cette cellule glaciale, où la lueur pâle d'un rayon de soleil perce à travers une fente. Aliénor, un sourire furtif sur les lèvres, murmura une prière pour leur succès. Était-ce la fin de son exil ou le début d'un nouveau combat? Elle savait que Marie, à Poitiers, maintenait vivante la flamme des cours d'amour, un symbole de leur rébellion. Dans l'ombre d'une prison, un plan audacieux se formerait-il pour libérer Aliénor? Que révélerait-il? En 1183, sous un ciel étoilé, Marie de Champagne chantait pour sa mère captive. Quel secret portait ces vers? Le doux murmure d'une harpe résonne dans la cour du château de Poitiers, mêlé à une odeur de lavande et de cire chaude. Envisionnez-vous dans une salle aux murs ornés, où la lueur tremblante des chandelles éclaire des tapisseries aux couleurs fanées. Le cling des gobelets d'argent ponctue les rires des courtisans. Marie de Champagne, âgée de 38 ans, préside une cour d'amour, mais son cœur est ailleurs, tourné vers sa mère, Aliénor d'Aquitaine, toujours prisonnière. Ses poèmes, chantés par les troubadours, cachaient-ils un message de rébellion ou était-il un cri de désespoir? Selon les chroniques d'André le Chapelain, Marie, en l'absence d'Aliénor, devint la gardienne des cours d'amour, transformant Poitiers en un bastion de l'amour courtois. Mais chaque chanson, chaque verdict
était un acte de défi. Les psychologues modernes pourraient voir dans son dévouement une forme de fidélité émotionnelle, un moyen de maintenir le lien avec sa mère malgré la distance et le danger. Dans une salle éclairée par des torches où l'odeur de roses séchées flottait, Marie rédigeait des vers codés, destinés à rallier des alliés. Était-il une arme ou un hommage? Envisionnez-vous dans un jardin nocturne où le chant des grillons et l'odeur des fleurs sous la lune créent une atmosphère envoûtante. Marie, vêtue d'une robe de soie azur ornée de perles, confiait ses poèmes à un troubadour de confiance. Selon une note obscure des archives, ces vers contenaient des allusions à une libération possible d'Aliénor. Était-ce un plan ou une illusion? Les médecins d'aujourd'hui pourraient analyser son obstination comme une forme de résilience psychologique, un refus de céder au désespoir face à l'emprisonnement de sa mère. Mais chaque mot qu'elle écrivait était un risque. Pendant ce temps, à Chinon, Aliénor endurait sa captivité. Le grincement des chaînes et l'odeur de pierre humide emplissaient sa cellule. Envisionnez-vous dans ce cachot glacial où la lueur faible d'une chandelle projetait des ombres dansantes. Aliénor, désormais marquée par les années, gardait un visage impassible. Selon Roger de Hovden, elle recevait des messages secrets, glissés par des serviteurs loyaux, portant l'odeur du cuir et de la cire scellée. Ces lettres parlaient des efforts de Marie et des révoltes de ses fils. Était-ce un espoir ou une tentation dangereuse? Les psychologues pourraient voir dans son calme une forme de maîtrise émotionnelle, une capacité à rester forte malgré l'isolement. Un soir, un incident secoua Poitiers. Un troubadour, accusé d'avoir chanté un poème séditieux, fut arrêté par les hommes d'Henri II. Le silence pesa dans la salle, troublé par le crépitement des torches. Marie, debout, défendit l'artiste, arguant que l'amour était un droit divin. Selon André le Chapelain, son discours enflammé galvanisa la cour, mais attira l'attention des espions royaux. Pourquoi risquait-elle tout? Était-ce pour protéger l'héritage d'Aliénor ou pour affirmer son propre pouvoir? Les psychologues pourraient qualifier son audace de défi assertif, un moyen de revendiquer son autorité dans une cour divisée. Envisionnez-vous dans une chapelle sombre, où l'odeur d'encens et le clic des rosaires emplissent l'air. Marie rencontra un émissaire secret, porteur d'une nouvelle explosive. Richard Cœur de Lion, son frère, préparait une nouvelle révolte contre Henri II. Le bruit des pas sur le sol de pierre résonnait, tandis que Marie, le cœur battant, rédigea une réponse codée, dissimulée dans un poème. L'odeur de l'encre et du parchemin emplissait la pièce. Était-ce une stratégie ou une folie? Selon des sources médiévales, elle envoya le troubadour porter ce message à Richard, risquant d'être découverte. Elle marchait sur un fil. À Chinon, Aliénor reçut un signe d'espoir. Un serviteur, glissant un parchemin sous sa porte, murmura des nouvelles de Poitiers. Le crépitement d'une chandelle et l'odeur de cire fondue accompagnaient sa lecture. Les vers de Marie, déguisés en poésie amoureuse, contenaient un plan de libération. Aliénor, les doigts serrant le papier, sentit une flamme renaître. Était-ce la fin de son exil? Les psychologues pourraient analyser cet instant comme un moment de résilience, une étincelle d'espoir ravivée par l'amour de sa fille. Elle grava un mot sur le mur de sa cellule, « Liberté ». Les mois suivants, Marie intensifia les cours d'amour, transformant chaque session en un acte de résistance. Envisionnez-vous dans une cour étincelante où le son des luttes et l'odeur de vin épicé emplissent l'air. Les troubadours chantèrent des histoires de reines captives, des métaphores à peine voilées.
Selon André Le Chapelain, ces chansons se répandirent dans tout le royaume, semant l'idée d'une reine injustement enfermée. Était-ce de la propagande ou de la RT? Marie, avec son sourire énigmatique, savait que chaque note affaiblissait l'autorité d'Henri II. Dans l'ombre d'une révolte grandissante, une chanson allait-elle libérer Aliénor? Ou la condamner? En 1189, sous l'éclat d'une aube nouvelle, Aliénor d'Aquitaine retrouvait sa liberté. Mais quel mystère portait-elle encore? Le doux murmure des vagues s'écrase contre les falaises de Normandie, mêlé à une odeur salée et de fleurs sauvages. Envisionnez-vous dans une salle aux murs de pierre, où la lueur pâle du soleil matinal filtre à travers des vitraux, projetant des éclats colorés sur le sol. Le clink des gobelets d'argent et le rire des courtisans résonnent à nouveau. Aliénor d'Aquitaine, âgée de 67 ans, est libre après 16 ans de captivité grâce à son fils Richard Cœur de Lion, désormais roi. Marie de Champagne, dans l'ombre, a préservé les cours d'amour. Mais quel secret liait ces deux femmes? Selon les chroniques de Roger de Hoveden, Aliénor fut libérée en 1189 à la mort d'Henri II, son geôlier et époux. Les cours d'amour maintenus par Marie à Poitiers avaient survécu, devenant un symbole de résistance. Était-elle une simple célébration de l'amour ou un outil politique? Les psychologues modernes pourraient voir dans l'endurance d'Aliénor une forme de résilience post-traumatique, un triomphe de l'esprit face à l'adversité. Dans une salle étincelante où l'odeur de rose et de cire fondue flottait, Aliénor reprit sa place, son regard brillant d'une détermination intacte. Envisionnez-vous dans une cour animée, où le son des luttes et l'odeur de vin épicé emplissent l'air. Aliénor, vêtue d'une robe de velours écarlate ornée de fils d'or, présida une nouvelle session des cours d'amour aux côtés de Marie. Selon André Le Chapelain, ces tribunaux, désormais légendaires, inspiraient des poètes à travers l'Europe. Était-ce un héritage culturel ou un acte de pouvoir? Marie, avec une grâce calculée, récita un poème dédié à sa mère, glorifiant une reine libre. Les psychologues pourraient analyser ce geste comme une forme de guérison émotionnelle, un moyen de renouer leurs liens après des années de séparation. Mais un mystère persistait. Une note obscure dans les archives de Poitiers mentionne un parchemin secret, rédigé par Aliénor durant sa captivité et confié à Marie. Ce document, jamais retrouvé, aurait contenu les véritables intentions des cours d'amour. Était-ce un manifeste politique ou une ode à l'amour? Envisionnez-vous dans une chambre secrète, où l'odeur de l'encre et du parchemin vieilli emplit l'air. Marie, sous la lueur d'une chandelle, relut ces mots, son cœur battant. Selon des sources médiévales, elle choisit de ne jamais les révéler, scellant ainsi un secret éternel. Pourquoi ce silence? Les années suivantes, Aliénor consolida son pouvoir. Dans une salle aux vitraux, où le bruit des pas sur la pierre résonnait, elle conseilla Richard, façonnant son règne. L'odeur de cire scellée des lettres diplomatiques flottait, tandis qu'elle négociait des alliances. Était-elle une reine ou une stratège? Les médecins modernes pourraient voir dans son activité incessante une forme d'hyperfocalisation, une obsession pour laisser un héritage indestructible. Marie, de son côté, continua d'inspirer les troubadours, leurs chansons portant l'écho des idéaux d'Aliénor à travers les cours européennes. Un soir, lors d'une cour d'amour mémorable, Marie présenta un cas unique. Une dame demandait si l'amour pouvait survivre à la trahison. Le silence pesa, troublé par le crépitement des torches. Marie, avec une sagesse mêlée de mélancolie, répondit que l'amour véritable pardonnait, mais n'oubliait pas.
Selon André Le Chapelain, ce verdict reflétait l'histoire d'Aliénor et de ses luttes. Était-ce une confession ou une leçon? Les psychologues pourraient analyser ce moment comme une forme de réconciliation intérieure, un moyen pour Marie de clore les blessures du passé. Envisionnez-vous dans un jardin nocturne où l'odeur des lavandes et le chant des grillons créent une atmosphère paisible. Aliénor et Marie, assises sous un ciel étoilé, partagèrent un moment de silence. Les années de séparation, de complots et de chansons avaient forgé un lien inébranlable. Aliénor, selon Roger de Hovden, murmura à sa fille que leur héritage vivrait à travers les poèmes et les idéaux qu'elles avaient semés. Était-ce une victoire ou un adieu? Marie, les yeux brillants, promit de protéger leur vision, même au-delà de la mort. Aliénor s'éteignit en 1204, dans une chambre silencieuse du couvent de Fontevraud, entourée de l'odeur d'encens et de la lueur des cierges. Marie, fidèle à sa mère, continua les cours d'amour jusqu'à sa propre mort. Leur l'UGS, portée par les troubadours, transforma la culture européenne, faisant de l'amour courtois une force immortelle. Mais un parchemin perdu garderait-il encore leur ultime secret? Un manuscrit caché, découvert des siècles plus tard, révélait que les cours d'amour étaient un acte de rébellion contre le pouvoir masculin. Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions.